Bonjour à tous, donc on est ravis que vous puissiez suivre cette petite conférence, ces quelques minutes où on va présenter le sujet suivant, donc et si l'intrapreneuriat était une des réponses ou une réponse concrète à l'accélération des projets de l'industrie. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez, je ne suis pas tout seul, donc je suis avec mes autres collègues de la ruche industrielle, en tout cas une partie, donc Valérie Bonnier du groupe Volvo. Voilà, donc DRH de l'usine moteur. On va passer côté Corinne Harpin chez Vicat, donc Vicat qui sont à l'île d'Abo et qui travaillent donc dans le béton et qui développent beaucoup d'innovations en la matière. Voilà, et Sébastien Laurent côté SNCF qui vient aussi nous faire le plaisir de complémenter les propos vis-à-vis des projets qui ont pu démarrer à la ruche. Et j'ajouterai qu'aujourd'hui, nous avons aussi avec nous Lumna qui va nous faire du motion sketching en direct pendant la conférence. Donc on aura l'occasion de vous remettre du contenu visuel et graphique à l'issue de ces quelques minutes. Voilà. Donc pour ma part, je m'appelle Bertrand Félix, je suis cofondateur de la ruche industrielle et je travaille dans le groupe Volvo, Renault Trucks, donc groupe international suédois qui a une antenne forte à Lyon, Vénissieux. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de recontextualiser au niveau de l'industrie ce que signifie la transformation et ensuite venir faire simplement des touches de témoignages, donc à travers les personnes que j'ai citées, et d'élargir ensuite à des recommandations qu'on pourrait faire, donc renverser le modèle, dire pourquoi on le fait et comment on le fait. Voilà, donc pour démarrer, déjà qui sommes-nous? Comme vous l'avez vu, nous sommes des industriels, comme beaucoup sur ce salon. Et comme tout industriel, nous avons des besoins et nous sommes actuellement dans une phase de transition forte puisque l'industrie interfilière, il n'y a pas que l'automobile ou il n'y en a pas que l'électronique qui est concernée. Au niveau interfilière, l'industrie a une injonction de se transformer, soit par des notions de passage produit vers service. Et là, on y retrouve toute la logique d'ubérisation des GAFA ou de nouveaux entrants, type des nouvelles startups qui viennent potentiellement prendre une part de la chaîne de valeur. Donc les entreprises généralistes doivent se battre pour conserver des parts de marché. Bien entendu, la connexion start-up, grandes entreprises, à la fin, fait la richesse du tissu. Mais aujourd'hui, l'industrie doit se transformer, doit faire face à des logiques Industrie 4.0. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la technologie? Est-ce que ce sont les cas d'usage? Bref, il y a de nombreux vecteurs qui font qu'aujourd'hui, il ne faut pas rester sur les mêmes positions que jadis. Et la question, c'est comment y aller? Donc nous, on a des éléments de réponse à donner. C'est peut-être pas l'élément unique, mais on vous propose de faire un petit voyage dans ces éléments de réponse. Donc, premier élément, on va vous montrer un petit film qui a trait à la réalité augmentée, un des projets qu'on a là-bas, que j'ai eu la chance de pouvoir tirer, et de vous dire quel type d'enseignement on a pu en tirer. Donc c'est un film édité par Microsoft. Du moment où on développe un produit ou un service qui est disruptif ou qui est orthogonal au business model de l'entreprise, on peut utiliser des techniques différentes, des techniques modernes, d'idéation collaborative. On a déjà commencé par externaliser géographiquement cette équipe, pas beaucoup, 1,5 km, ça suffit. On a autogénéré cette équipe par le bas. On a fait venir des gens de tous les départements en disant qui veut travailler sur ces cas d'usage, qui veut voir qu'est-ce que la réalité augmentée peut apporter à l'industrie. On a étudié 5 cas d'usage, l'aide à l'assemblage, l'aide au contrôle qualité, le picking en logistique et un cas d'après-vente. On a sélectionné le cas quality control et ensuite on a mené ce prototypage et on a pu aller vite puisqu'en termes d'adoption, on avait au sein de notre équipe les représentants des départements opérations qui recevaient par la suite ce prototype. Pour mener d'autres projets de transformation, il faut avant tout embarquer l'usine.
Ici, on parle du manufacturing. L'usine, c'est une entité de production, c'est une entité qui a beaucoup de pression, qui doit produire en temps et en heure, qui doit gérer des variations de volume. Donc c'est des gens qui ont l'habitude de prendre des décisions, et beaucoup de décisions par jour. Donc il leur faut des outils. Il faut itérer, tester, explorer, intégrer les solutions sous forme de pilote, et ensuite en tirer les statistiques, pour ensuite, à terme, 2-3 ans après s'il faut, les intégrer sous forme industrialisée. Nous sommes convaincus que l'open innovation, la co-innovation, sera clé et sera encore plus clé dans les temps à venir, puisqu'on partagera des briques technologiques que certains possèdent pour aller plus loin et pour co-développer ensemble. Donc partager les risques, partager les budgets, et ensuite aller mettre les éléments développés, donc les POC, en pilote au plus vite pour en tirer des enseignements et savoir si oui ou non on continue avec la technologie testée. L'idée ici, c'est pourquoi ce film a intéressé, ou en tout cas ce contact ou ce contenu a intéressé Microsoft. Eh bien, simplement parce qu'en fait, on a une double approche. C'est qu'est-ce qu'on a développé et comment on l'a développé. L'approche qui a vraiment le plus intéressé Microsoft, c'est le comment. Et ici, si je dois commenter ce qui a été dit un peu dans le film, l'approche généraliste qu'on a dans nos grands groupes respectifs, voire ETI, sont des approches qu'on appelle top-down, où on démarre sur un projet dit portefeuille stratégique, on le décline, on le valide le projet, et ensuite on vient chercher les ressources qui vont intégrer le ou les projets. Là où on a une approche, et c'est ce qu'on conseille, si on regarde de près les valeurs de l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat, c'est en effet les structures qui sont créées par des personnes qui engagent leur propre business, qui généralement engagent leurs propres coûts et qui sont très vite dans une logique de survivalisme. En tout cas au début, quand on lance un business, on est très vite avec des budgets restreints, des choix à faire et des pivots à faire. Donc là, ce que nous sommes allés chercher et ce qu'on recommande, c'est une approche d'intrapreneuriat, donc d'utiliser des valeurs d'entrepreneuriat, de vitesse, de pivot, couper les angles, et d'aller chercher des budgets d'une façon différente dont on a l'habitude de faire. Et donc, il y a vraiment un élément que j'aimerais souligner à cet endroit-là, c'est qu'on entend beaucoup parler des valeurs de l'entrepreneuriat, intrapreneuriat, c'est mis à toutes les sauces. Nous, ce qu'on recommande, c'est d'aller chercher, dans certains cas très précis, ces valeurs-là. Dans quel cas on recommande ça ? Comme on l'a dit sur le film, dans le cas où on développe soit des outils, soit des produits qui ne sont pas dans le core business de l'entreprise. On ne va pas demander à Renault Trucks ou à SNCF de venir utiliser des nouvelles valeurs pour créer des trains ou des camions. Ça, on sait faire. Par contre, venir développer des produits qui seront connexes à la production, qui sont connexes au bureau d'études ou la logistique, là oui, surtout si on développe des produits qui utilisent ce qu'on voit beaucoup autour de nous sur ce salon aujourd'hui, depuis quelques années, à savoir le lien avec le digital. Parce que le digital, on parle beaucoup de chaîne digitale, de chaîne de continuité de valeur digitale. Donc grosso modo, chaque chaînon n'a aucune valeur que s'il est connecté avec les autres. Donc à partir de là, ce qui est important, c'est d'avoir une logique d'approche chaînée aussi pour les projets et pour les gens qui participent. Donc nous, ce qu'on dit, c'est allons chercher des valeurs de rapidité, de pivot, allons monter des équipes, comme on le disait dans le film, par le bas, et là il faut qu'on s'explique, monter par le bas des équipes, pour nous ça signifie, au lieu de travailler en notion vers le haut, vers le bas, donc top-down, venir monter des équipes sur la notion de volontariat. Il faut l'oser. Moi, je vous recommande d'essayer de le faire, de dire, par exemple, dans ce cadre très précis de la réalité augmentée, c'est venez contribuer à un projet qui nous permettra de découvrir qu'est-ce que la réalité augmentée apporte à l'industrie. Vous allez me dire, c'est très vague, ça n'a aucune chance de marcher. Eh bien non, dans les faits, ça a tout à fait fonctionné, et ça fonctionnait très bien parce qu'en termes de résultats, on a réussi à sourcer des ressources, des personnes qui sont venues par intérêt, des gens qui savent, qui peuvent, et surtout qui veulent. Voilà, le moteur, l'énergie, le moteur de la volonté, qui est très fortement impliqué dans ce genre de projet. Vous allez me dire, c'est bateau. Pas du tout. Une équipe montée par volontariat, elle s'auto-monte. Et le niveau d'implication énergétique dans ces équipes est bien au-delà d'un projet top-down qui vient d'un portefeuille stratégique. Encore une fois, il nous faut des projets portefeuille stratégiques. On vient vraiment avoir une double approche, bottom-up, dans certains cas très précis.
Donc ça, c'est vraiment un point. L'autre aspect, c'est la gouvernance managériale de ce genre d'approche. Parce que c'est une chose d'ouvrir en volontariat, de dire venez nous rejoindre. Encore faut-il qu'au niveau managérial, on puisse permettre à ces forces de rejoindre des projets et d'être acteurs. Et là, la posture du manager, elle se complique parce qu'il faut avoir une notion de connaissance de ses équipes et une notion de protection. Nous, ce qu'on dit à la ruche, c'est que la règle des 3 P, donc la permission, donc ça c'est au niveau de l'employé lui-même, se donner la permission de. Ensuite, au niveau du manager, c'est donner la protection pour. Ça signifie, je te connais, je connais tes centres d'intérêt, on sait que ces centres d'intérêt sont impliqués dans ta mission et que si tu travailles sur ces genres de projets, tu vas faire grandir l'entreprise. Ça, c'est une approche entrepreneuriale. Et que du moment où tu travailles dedans, je te donne la permission de et je te donne un certain pourcentage de ton temps pour agir sur ces projets. C'est ça la notion de protection. Et nous, on dit que P plus P égale empowerment ou power ou performance. Donc PPP, permission, protection, performance. Quand on parle d'intrapreneuriat, il y a un ou deux aspects aussi qu'on peut souligner. C'est que du moment où on travaille sur des projets qui ne sont pas dits portefeuille stratégique, la notion de budget est plus délicat à gérer. Parce que qui dit projet portefeuille dit budget décidé 1 an à l'avance dans le plan projet. Donc ici, c'est l'inverse. Ce sont des projets qui arrivent tout à fait en contexte. Quand je veux dire contexte, le cas d'usage, il vient par le business, bien entendu, mais la technologie, donc vous l'avez vu, le cas d'usage, c'est le contrôle qualité moteur, dans cet exemple. La technologie qui vient s'y greffer, c'est la réalité augmentée. Et la data, la continuité de données entre les bureaux d'études et l'usine. Eh bien, du moment où on est capable de lancer un projet qui n'est pas décidé 1 an à l'avance, par définition, on est capable d'être réactif au moment où on a le plus besoin de ces éléments. Donc, le budget doit venir aussi fonctionner de manière non conventionnelle dans ces projets-là. Et ce que nous, on recommande sont des projets dits hybrides au niveau budgétaire, être en capacité de venir générer des parcelles budgétaires de chaque département de l'entreprise. Voilà. Et donc, ça, c'est une recommandation forte qu'on fait. On appelle ça crowdfunding, alors parce que c'est à la mode, mais on peut parler de budget hybride multi-département. Je pense que c'est tout à fait une bonne façon de voir les choses. Le troisième point qui est très important, et ensuite je vais laisser la parole à mes collègues, c'est clairement la notion de l'humain au cœur de ces projets. Et la notion de l'humain, c'est notamment la profondeur du mandat que prend l'humain dans ces projets. Et ce que nous, on recommande à la ruche et qu'on applique dans nos projets de transformation et d'incubation, et on va en voir des exemples aujourd'hui, dans quelques minutes, c'est de dire qu'en fait, comme l'entrepreneur, lui, il travaille jour et nuit, et encore une fois, dans une logique survivalisme, et il n'est pas prêt à laisser son bébé entre les mains du département d'à côté. Alors après, bon, c'est sûr que dans un projet collaboratif entre plusieurs départements d'une entreprise, il est important de collaborer. Mais nous, ce qu'on pousse, c'est la prise de mandat forte de la part du porteur de projet. Le porteur de projet, pour nous, on recommande qu'il tienne le sujet de A à Z. Pourquoi ? Parce que sur un projet dit d'entrepreneuriat, il faut absolument lutter contre le vent, les montagnes. Et donc, une prise de mandat fort, se sentir fort et investi du mandat, permet en fait de faire ce que les Anglais appellent le last mile, hein, le dernier pourcent, le dernier kilomètre. Ce sur quoi les industriels que nous sommes butent malheureusement souvent, hein, le dernier kilomètre. Voilà, donc ce sont quelques éléments, malheureusement on est pris par le temps, donc on vous donne quelques éléments et quelques témoignages qu'on a pu sortir de ce genre d'expérience de réalité augmentée. Pour ainsi dire, on voit que dans ce genre de projet innovant, on travaille en interdépartement. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on a eu des témoignages, on a pu avoir des témoignages avec d'autres entreprises, on a été benchmarké par d'autres entreprises, qui nous a fait penser qu'on pourrait créer une structure qui travaille avec des projets inter-entreprises, après avoir travaillé avec un projet inter-département. Et ce qui nous a amené tout droit à la création d'une structure qu'on appelle donc l'incubateur La Zone K en 2017, dans lequel on a eu la chance d'avoir donc le projet de Valérie et les projets que Corinne Harpin a positionnés chez nous, donc qui était le prémisse de la ruche industrielle, par la société Vika. Donc le programme qu'on a mené en un mot avant de donner la parole à Corinne, c'est un programme que chez nous on appelle Boost Start. Donc Boost Start, c'est le démarrage, hein, comme vous avez bien compris.
Ça s'adresse à des projets qui sont vraiment en phase amont. Donc on est vraiment sur l'idée avant la solution. Donc ça dure 3 mois. On réunit 6 chefs de projet qui ont chacun leur projet. Donc ce sont potentiellement 6 entreprises, donc des projets hétérogènes. Le plus ils sont hétérogènes possible, le mieux c'est. Et on incube à la fois le projet et aussi on accompagne l'homme et la femme, qui est le porteur de projet. Donc on vient accélérer un projet, on vient porter la promesse de valeur auprès des dirigeants que ce projet doit échouer rapidement, au contraire réussir rapidement, sortir de l'œuf. Il doit grossir, donc on a une phase de pulse qui est exactement au milieu des 3 mois. Donc on a des méthodes qu'on utilise, qui est de venir agréger d'autres acteurs dans ces projets. Mais quoi qu'il en soit, dans tous les cas, on vient apporter une promesse de valeur qui est accélération et mêler des pairs entre eux. Il n'y a rien de plus puissant que des projets qui démarrent ensemble, qui finissent ensemble, qui sont hétérogènes. Pourquoi? Parce que les projets qui sont tout en haut vont tirer les projets qui sont tout en bas. Et les bonnes pratiques d'un côté, ainsi que les échecs, vont bénéficier à tous les acteurs. Voilà, encore une fois, c'est rapide. Venez nous voir si vous voulez en savoir plus. Je laisse la parole à Corinne sur ces quelques mots. Bonjour, donc Corinne Arpin, Vicat. On était le premier expérimentateur de la ruche 1.0 à l'époque. Et donc, on peut se dire que Vicat, Volvo, c'est pas quelque chose qui tout de suite vit ensemble. Et pourtant, on a décidé d'innover ensemble parce qu'on a été intéressé par le programme que proposait le Créalab de Volvo. Pourquoi? L'industrie cimentière, c'est une industrie traditionnelle qui est amenée aujourd'hui à se révolutionner, à développer de nouveaux enjeux, surtout face à des problématiques industrielles et environnementales. Donc on doit s'obliger à se penser et penser l'innovation autrement. Et donc pour ce faire, il faut qu'on accompagne nos chefs de projet pour un angle différent, une prise de vue différente et parfois sortir du cadre de l'innovation traditionnelle et classique. Donc je peux en parler notamment puisque je suis accompagnée aujourd'hui par notre directrice R&D et ensemble on travaille sur ces processus d'innovation qui sont d'un côté cadrant, mais de l'autre côté qui ne doivent pas trop cadrer pour finalement empêcher la respiration, l'oxygénation, les nouveaux modèles économiques. On a donc sorti 3 projets qui étaient des projets un peu spéciaux, qui étaient à côté, c'est ce que tu décrivais très bien tout à l'heure, de nos façons de penser habituelles. Et on les a amenés donc dans la ruche. Ces 3 projets, c'était un premier qui s'appelle l'économie circulaire, donc travailler sur une valeur, un modèle économique que pouvait proposer un industriel cimentier sur son territoire. Le deuxième était proche de Volvo, c'était la maintenance prédictive. Et le troisième, c'était les bétons connectés. Donc le retour d'expérience aujourd'hui, je vais vous le faire plutôt sur les bétons connectés parce que c'était quelqu'un de mon équipe qui a porté ce projet. Donc il est arrivé dans la ruche avec une idée, une intuition et en face une pensée. Voilà. C'était un peu déstructuré. On se disait le béton c'est une matière inerte qui peut accueillir des connecteurs parce qu'il n'y a pas de problématique de transmission d'informations. Et en face, on est dans un environnement qui est de plus en plus communicant, connecté. Et donc comment on peut faire que le matériau fasse transmettre cette information et comment on peut finalement apporter de la valeur dans cette transmission. Donc idée large, pas très clarifiée. Et une fois qu'on a été dans la ruche, donc ce porteur de projet a été dans la ruche, il a été accompagné, il a pu parler avec des pairs, porteurs de projets, différents, puisqu'il était plutôt entouré de gens qui travaillaient plutôt sur des sujets automobiles, qui ont pu lui apporter des éclairages différents par rapport à son projet, mais aussi par rapport à sa dynamique de projet, et lui apporter des solutions. Et puis, ça lui a permis aussi de clarifier ses objectifs, et il est revenu, après 3 mois plutôt intensifs, avec une clarification des ambitions, des cibles et finalement de la proposition de valeur pour Vicat dans ce sujet assez large, flou, complexe, qui sont qu'est-ce que je peux faire avec du béton et de la connexion. Voilà. Donc ça, c'est les gains pour l'entreprise. C'est qu'on a quelque part incubé un chef de projet qui est revenu avec, dans sa phase très amont, c'est-à-dire finalement d'essayer de déterminer ce qu'on pouvait faire avec cette idée, à un projet qui est maintenant suivi dans l'entreprise. Et ça nous a permis aussi, je pense, quelque chose de très important, c'est d'éviter de monopoliser tout de suite des équipes sur des projets qui finalement peuvent être des go comme des no-go. Et ça a été important de finalement être déterminant sur ça. Pour le chef de projet, ce qui est plutôt bien, c'est que
lui permettent de sortir du cadre, d'un cadre physique, un cadre intellectuel, un cadre de pensée. Ça lui permet aussi de pouvoir se consacrer autrement à son projet. Et lui, il a pu finalement appréhender sans limite ce type de sujet, aider d'autres personnes, accompagné finalement par un cabinet conseil. Et il est revenu avec une façon de voir qu'il n'aurait peut-être pas eu à l'intérieur, parce que finalement, tout le temps, avec des injonctions de faire autre chose que ce projet. Puisque vous savez, moi-même manager de ce chef de projet, j'avais plutôt tendance à lui demander de faire ce pourquoi il était assigné finalement dans sa gestion quotidienne de ses tâches. Donc le plus le voir une journée par semaine, c'est aussi très intéressant parce que lui, ça le permet de se consacrer et totalement et se dédier à son projet. Voilà. Donc je pense que ça a été une belle expérience et d'ailleurs, vous voyez, notre nom est bien maintenant dans la ruche industrielle, un marqueur important pour nous de révolution, de penser l'innovation. Et donc on est ravis de pouvoir incuber de nouveaux projets qui sont aussi plutôt spécifiques, puisque j'espère bientôt pouvoir vous présenter un projet de maïs souple en béton. Voilà. Je laisse la parole à une de nos... Donc, bonjour à tous, Valérie Bonnier, je suis responsable ressources humaines sur un site industriel de fabrication de moteurs chez Renault Trucks. Et j'ai donc incubé un projet à la ruche industrielle en lien avec des compétences, développement de compétences, mais plutôt sur la création d'une école des métiers, ou en tout cas une refonte de notre école des métiers. Je vais vous expliquer un petit peu le cheminement que j'ai eu. Je ne vais pas revenir un petit peu sur les bénéfices de la ruche, je vais plutôt essayer de vous montrer d'où je suis partie et où j'ai atterri par rapport à mon idée de départ. Donc pour vous présenter mon projet, je vais commencer par vous présenter le contexte dans lequel il s'est inscrit. Donc mon école des métiers, faut savoir que quand on intègre de nouveaux collaborateurs, on les fait passer par notre école des métiers pour développer leurs compétences par rapport aux spécificités de nos métiers en interne. Et en à peine 3 ou 4 ans, on a été amené à déménager notre structure en 2 temps, avec à chaque fois des perditions en termes d'installation et de capacité à pouvoir apporter un peu plus d'innovation. On a eu des salles dissociées entre l'espace de simulation, la simulation des lignes d'assemblage et les salles de cours, un espace ouvert sur la production avec des nuisances sonores, quelques dégradations, des difficultés de propreté et des équipements parfois manquants. On a également maintenu un focus sur l'intégration des nouveaux, notamment sur les personnels en intérim, avec pas forcément une logique de développement ou de maintien ou l'entretien des compétences au fil de la vie du collaborateur au sein de l'entreprise. Avec des formats également très vieillissants, des formations qui aujourd'hui sont très éloignées de ce qu'on attend ou ce qu'on pourrait espérer sur des logiques de compréhension de ce qu'est la nature humaine, très scolaires, avec des masses d'informations assez conséquentes sous des formats PowerPoint dispensés en 1 jour, 2 jours, mais très passifs et très peu intuitifs ou collaboratifs, et avec des logiques de pas forcément grand respect, des logiques d'encodage et d'apprentissage, avec des logiques pas très répétitives ou de mise en situation des personnes. Et également une école des métiers très portée par la fonction ressources humaines et pas toujours très bien connectée avec les secteurs essentiels de l'usine, notamment la production, la logistique, les méthodes, la maintenance ou la qualité. Si je reprends mon projet, à la base, mon idée ou mon besoin, c'était d'avoir une salle de cours à proximité de mes espaces de simulation pour pouvoir développer les compétences de mes collaborateurs. J'avais un peu 2 formules à ma disposition, une formule dite plus classique que l'on tire habituellement sur nos organisations, avec une formule très suivie de process, avec passage de gate, détail des process très administratifs et très cadrés, où là, entre guillemets, j'allais atteindre ce que j'attendais avec 1 pour 1. Et l'objectif aurait été simplement d'obtenir un investissement pour créer la salle de formation qui était attendue. Aujourd'hui, j'aurais eu quelque chose de très standard et je ne serais pas sortie du cadre. Grâce à mon entrée sur le projet Bootstar, en fait, je me suis autorisée à penser différemment, à sortir de mon cadre de départ et de me dire, cette opportunité, je la prends comment? Est-ce que je reste sur ma demande de départ ou est-ce que j'essaye de l'étendre pour essayer de rénover ou de refondre ou d'innover sur la manière dont je veux penser mon école des métiers pour demain?
Donc c'est l'idée de ce que j'ai indiqué, c'est qu'aujourd'hui, de 1, j'ai essayé de développer et de faire progresser et d'être sur une dimension exponentielle, où je pense aujourd'hui que j'ai été plus loin que ce que j'avais imaginé ou même rêvé. Et mon projet aujourd'hui a été de repenser les espaces et même la mission de notre école des métiers dans un monde en mutation avec du digital, où aujourd'hui j'ai travaillé sur l'espace, la modularité, mais également sur le contenu. J'ai essayé de vous reprendre un petit peu l'échelle des temps que vous a présenté Bertrand tout à l'heure avec les fameux 3 mois du Bootstar et de vous montrer un petit peu ce qui a été les réalisations sur ces 3 mois. Une belle phase d'exploration, voir ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce que je pourrais utiliser, développer, comment je peux me connecter, apprendre des autres. Donc une vraie phase d'exploration avec cette logique d'aller chercher une valeur ajoutée, quelque chose de nouveau, de différent de ce qu'on pourrait imaginer. S'oser à rêver autre chose, différemment, avec du coup des personnes qui nous structurent et qui nous aident à nous développer sur cette dimension-là. Des accompagnements sur comment faire travailler et réfléchir les gens ensemble sur des dynamiques de marathon, selon la photo que vous voyez juste ici, où on a accueilli des gens qu'on n'aurait même pas osé ou imaginé pouvoir inviter à réfléchir avec nous sur un projet qui peut concerner uniquement une école des métiers sur un site industriel. On a eu des participations de grands porteurs d'agences d'intérim, on a des étudiants INSA qui sont venus réfléchir avec nous, on a eu des partenaires tels que CAPSA sur la photo, là vous voyez une proposition d'aménagement d'espace sur des formats très modulaires qui sont venus phosphorer avec nous sur la logique de ce projet. Au final, après 3 mois, donc, on a réussi à embarquer un certain nombre d'acteurs, et notamment nos acteurs internes, sur la logique de ce projet. Ensuite, quand il a fallu aller chercher un peu d'invest pour aller sur notre projet, eh ben, on a été porté par notre organisation qui nous a soutenus sur l'obtention de ce budget. On a réussi à développer un nouveau business model où on intègre non plus l'école des métiers comme un simple point de passage quand on a des nouveaux collaborateurs à l'entrée, mais comme une école qui travaille au développement et à l'entretien des compétences tout au fil de la vie du collaborateur dans l'entreprise, avec des logiques un petit peu plus d'expédition, d'expérience d'apprentissage. On a également utilisé les nouvelles technologies pour essayer de repenser les manières d'apprendre. On a bien évidemment un projet en cours sur la réalité augmentée, sur la connaissance moteur, et puis d'autres technologies qui viennent nous aider à rendre la connaissance plus sous forme de partenariat ou d'acteurs dans le développement des compétences. C'était assez court, on a essayé de faire très condensé sur la présentation du projet. Si vous avez des questions, on peut garder quelques minutes à la fin. Voilà. Je passe la parole. Ça marche ? C'est bon? Allez. Voilà, bonjour à toutes et à tous, Sébastien Laurent, je suis de l'entreprise SNCF, je suis directeur d'un site industriel, qui est un site industriel en métropole de Lyon, sur la commune de Oulin-la-Mulatière. C'est un très très vieux site industriel, hein, le long de l'autoroute, qui fait 18 hectares et qui a une activité très historique et surtout un outil industriel qui n'est pas du tout adapté à ce qu'on cherche à faire à la SNCF en matière d'industrie. Donc je vais expliquer un petit peu comment la ruche nous a permis de contribuer à notre projet de transformation industrielle. Donc on est aujourd'hui sur un projet qui est probablement le premier projet format 4.0 du coup de la ruche, avec une ruche qui a démarré, des locaux qui existent, des équipes qui sont mobilisées. Et c'est vraiment un projet aujourd'hui qui réunit plusieurs entreprises, il y en a 4 aujourd'hui, c'est pas forcément fermé. Il y a la SNCF, il y a Bosch, il y a Aldes et il y a Volvo qui, assez vite, dans le cadre de nos réflexions sur la ruche, se sont dit il y a un sujet autour de ce qu'on appelle la supervision connectée. Alors c'est quoi la supervision connectée? Qu'est-ce qu'on met derrière ces deux mots? C'est un sujet qui est très très vaste et qui dépend vraiment de la maturité des différents industriels sur ce sujet. Ça va basiquement de ceux qui se posent la question de tiens, j'ai un vieil outil, une vieille machine-outil dans mon usine, je veux la faire communiquer, comment je fais? Comment je la rends communicante, comment je la branche à un réseau informatique et comment à l'autre extrémité du réseau, je récupère des données et j'exploite ces données. Mais ça peut aller jusqu'à des industriels qui ont franchi un certain nombre d'étapes sur la supervision connectée qui aujourd'hui se posent la question ils ont déjà des installations connectées, ils récupèrent des données et ils se posent la question de mettre de l'intelligence sur les données, d'exploiter les données et de faire peut-être de la maintenance prévisionnelle. Donc c'est un champ qui est très très large au niveau de l'industrie 4.0. Pourquoi on a lancé ce sujet? C'est vrai que nous, SNCF, on était assez peu connus finalement en tant qu'industriels. Et encore aujourd'hui, hein, quand je
parle dans différents salons de SNCF, on vient me voir en me disant « mais vous êtes des contrôleurs, des conducteurs, des vendeurs de billets ». C'est vrai, c'est le métier de base de SNCF en tant que transporteur. Mais il y a aussi toute une activité industrielle avec de nombreux sites industriels en France, avec notamment une charge industrielle importante de maintenance des trains et des composants et des pièces qui sont sur les trains. Donc on a cette activité, donc première hésitation de notre part en se disant, en proposant ce sujet de supervision industrielle ou connectée, en se disant mais quelles vont être les réactions des autres industriels sur ce sujet. Si ça se trouve, on va arriver comme des bleus sur un sujet qui est déjà parfaitement maîtrisé par tous les autres industriels dans l'automobile, dans les camions, sur d'autres industries. Et finalement, la bonne surprise qu'on a eue tous ensemble, en tout cas avec ces acteurs, c'est que très vite on s'est rendu compte qu'il y avait plein de sujets à explorer sur le sujet de la supervision connectée et qu'on était tous à des niveaux de maturité différents. Mais par contre, on avait encore de nombreuses questions sur ces sujets de supervision parce que ça intègre et ça embrasse en tout cas des sujets technologiques très vastes, de l'IoT à la cybersécurité, au big data, à la maintenance prévisionnelle. Voilà. Donc on s'est assez vite rendu compte que c'était un projet qui était assez porteur et qui en tout cas intéressait beaucoup d'industriels. Donc aujourd'hui on est 4. Pourquoi accélérer ce projet au sein des SNCF et pourquoi on a décidé de mettre ce projet dans la ruche? La raison elle est relativement simple. C'est que le site d'Oulin que je dirige aujourd'hui est en pleine transformation depuis quelques 3-4 ans. Transformation qui est très forte et qui notamment aboutit, et je dirais que c'est un aboutissement, à un déménagement sur un site industriel qui est tout neuf. On voit 2 images là qui sont représentatives du site qu'on est en train de construire à Vénissieux. Alors c'est un peu un hasard, hein, mais on a décidé en 2016 de s'installer à Vénissieux sur un terrain qu'on a racheté à Volvo Trucks. Ça a été d'ailleurs le premier contact entre 2 industriels, entre SNCF et Volvo Trucks, ça a été l'achat du terrain et la négociation du terrain qui n'était pas donné au passage, mais je fais une parenthèse. Et puis finalement, après la ruche et le projet de ruche et le projet de campus industriel qui ont vu le jour sur Vénissieux, nous a encore plus rapprochés. Donc nous, on a vraiment une urgence, c'est que dans moins de 9 mois, à partir de septembre 2019, toute l'activité d'Oulin et ses 500 personnes déménagent sur ce site neuf de Vénissieux qui est bien avancé en termes de travaux puisque le gros œuvre est terminé. On est en train de faire les finitions, c'est un site de 40 000 m². Il fait partie des sites, et on en est très fiers, ou en tout cas des projets qui dès 2016 ont été labellisés comme vitrine technologique par l'Alliance Industrie du Futur. Donc on est ici, et donc il y a une ambition qui est très forte par rapport à cette nouvelle usine de 40 000 m² en matière d'industrie du futur. Donc dans quelques mois, on déménage sur ce nouveau site qui est évidemment ultra connecté. Le bâtiment, les équipements industriels, tout est connecté. Et on sort d'une usine qui a 150 ans d'histoire, avec ses inconvénients, ses forces et ses faiblesses, mais surtout avec assez peu d'expérience en matière de connectivité et de connexion des équipements industriels. Donc on avait besoin en très peu de temps d'avancer sur ces sujets et d'être capable, à partir de janvier 2020, de pouvoir exploiter le site neuf et la connectivité de toutes les installations de ce site. Voilà pourquoi on a décidé d'accélérer en tout cas notre projet et ce sujet de supervision connectée au travers de la ruche. Et on trouve dans la ruche évidemment les réponses à nos questions et les moyens d'accélérer. La manière dont ça se concrétise à la ruche, c'est un extrait de quelques photos de réunion de la semaine dernière. Semaine dernière à la ruche, donc c'est dans les locaux de la ruche, on a réussi à réunir plus d'une vingtaine de personnes, des personnes d'horizons différents, de chez Volvo Trucks, de Bosch, d'Aldes, de SNCF. Ça implique les gens de la maintenance directement, les opérateurs, mais aussi des spécialistes. Et voilà une belle image de ce que c'est la ruche, de ce qu'on y cherche. On y cherche des gens motivés et on rencontre des gens motivés sur un lieu qui nous sort de notre cadre de travail, sur un lieu qui est sympa, qui est propice à l'innovation, qui nous permet de réunir dans une après-midi comme la semaine dernière plein d'acteurs différents sur des maquettes. Donc c'est une maquette Bosch qui nous a permis de faire une séance de travail la semaine dernière qui est visible sur le stand de Bosch, qui permet justement d'explorer toutes ces capacités de connectivité et d'exploitation de données et de réseaux informatiques sur les équipements industriels. Et voilà ce qu'on cherche auprès de la ruche et ce qu'on a cherché auprès de la ruche pour accélérer notre projet. Donc c'est un lieu où on trouve de l'énergie pour accélérer nos projets et pour stimuler nos équipes. Voilà, je voulais finir par ce mot-là. Pardon ? Ok, merci Sébastien. Si on va, vas-y, passe. Ouais.
On vous propose de passer une petite séance de questions-réponses. Donc on est bien conscient en effet qu'on a fait du zapping, hein, puisqu'on vous a présenté quelques éléments basés sur du témoignage. Donc ce qu'on vous propose ici, simplement, avant de passer aux questions-réponses, c'est, vous l'avez compris, hein, la ruche industrielle sur laquelle on a pu retrouver certains concepts aujourd'hui, c'est une structure qui est créée par les industriels, pour les industriels, pour mener du projet collaboratif sur l'industrie 4.0. On vient connecter 3 types d'acteurs, l'industrie ou les entreprises au niveau grand groupe ETI, PME. On vient aussi connecter très clairement les labs et les écoles d'ingénieurs, et enfin les institutions. Je vous rappelle qu'on est sur le site de la métropole et que le Grand Lyon a rejoint la ruche industrielle comme membre fondateur. Et on pense que cette triple hélice, cette triple connexion, vécue de façon décomplexée et naturelle, nous apportera la force de frappe dont on a besoin pour nos projets, pour nos marques et pour le territoire. Voilà, donc on vous proposera à travers le petit QR code qui est collé un peu de partout, de bénéficier à la fois du Motion Sketch et aussi des éléments qu'on a partagés aujourd'hui. Voilà, il nous reste quelques minutes, on vous propose simplement une petite séance de questions-réponses, auquel cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. La ruche, c'est plutôt pour le procédé industriel, ou bien ça peut être aussi conception de nouveaux produits. Si jamais je vous amène 3D printing très innovant, est-ce que ça vous intéresse? Ça, c'est une première question. Et puis, je voulais savoir un peu plus sur le béton connecté. Tu peux répondre à toutes les questions. Je peux répondre, je crois, aux 2 questions. Parce que c'était un sujet aussi que j'avais. Moi, je suis directrice marketing et je suis plutôt sur l'offre, produits, services, et pas spécialement sur l'industrie. Donc, on a quand même mené 2 types de projets dans la ruche industrielle. La maintenance prédictive, par exemple, c'est un sujet industriel. Il y a pas mal de sujets qui seront menés au sein de la ruche qui seront des sujets industriels. En revanche, cette itération collective, elle nous a servi aussi pour cette notion d'offre produits et de services. Et les bétons connectés, notamment, c'est une offre de services qu'on va développer qui nous permet, sur différents champs applicatifs, d'apporter finalement des possibilités d'action à nos clients. Donc, soit un service complémentaire en termes de traçabilité des produits. Par exemple, sur un chantier, vous avez plein de pièces préfabriquées en béton et vous devez savoir où elles sont pour les reconstituer le bâtiment. Ou des sujets qui peuvent être aussi des sujets de maturométrie, de savoir à quel moment le béton est saisi et monté structurellement. Et puis le troisième point, c'est aussi des sujets qui peuvent être aussi plus de, quelque part, que le bâtiment et une maintenance prédictive, parce qu'on va suivre finalement comment il évolue, et notamment sur les ouvrages d'art, c'est très important, sur les ponts. Quand il y a des problématiques d'acier, par exemple, il faut pouvoir à un moment saisir quand est-ce que le pont, pour ne pas reprendre certaines problématiques qu'on peut survenir sur des ouvrages d'art, quand est-ce qu'il faut maintenir ce pont, le rénover et faire que sa structure tienne dans le temps. Parce que le béton, ça tient très très longtemps. Donc il faut pouvoir agir au bon moment. Voilà. Très bien, eh ben, on va conclure. Merci beaucoup pour votre temps. On espère qu'on a été clair et on vous revoit très bientôt. Merci beaucoup.